Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent et c'est sur Sud Radio. Alors exceptionnellement aujourd'hui, en raison du résultat des élections législatives, ce soir à partir de 20h avec Patrick Roger, je rendrai l'antenne à 19h45, donc restez bien connectés. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on vous fait la blague sur Sud Radio, puisqu'ils ont déjà fait de l'antenne ensemble plusieurs fois. Le directeur général de votre radio préférée a un homonyme, ou est-ce l'inverse? C'est Patrick Roger, l'artiste sculpteur et meilleur ouvrier de France chocolatier, dont vous connaissez certainement les œuvres monumentales en chocolat, qui vient nous dire, on l'espère ardemment, quelques clés de son savoir-faire multiple et inégalé. Vous le savez, mes chers auditeurs, j'aime à valoriser les métiers à travers ceux qui portent haut les valeurs de l'excellence et surtout qui les transmettent. François Truffaut y a tourné Jules et Jim en partie. L'écrivain Maurice Ponce y a écrit son œuvre. Tant de personnalités culturelles ont fait vivre et font rayonner encore aujourd'hui le Moulin d'Andé, lieu classé et exceptionnel de l'Eure en Normandie, qui fête ce mois de juin ses 60 ans et que je suis ravie de vous faire découvrir ce soir. Pour en parler et raconter sa transmission contemporaine, il fallait évidemment le vice-président de son association et petit-fils de sa créatrice, Suzanne Lipinska. C'est Stanislas Lipinski qui est là pour vous ce soir. C'est excellent sur Sud Radio. Bienvenue chez vous. Patrick Roger, Stanislas Lipinski, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bienvenue. Alors Patrick Roger, on va commencer par vous, mais avant tout, il y a, je veux quand même le dire aux auditeurs, de merveilleuses boîtes de chocolat sur la table du studio, à vos couleurs. Donc je vais pouvoir espérer une dégustation, même si on n'a pas très envie de goûter, parce que c'est magnifique, hein. C'est des œuvres d'art. Alors il y en a une colorée pour la Gay Pride, un cœur coloré. Nous avons un cœur vert avec un pis dessus. Voilà, hein, un pis, c'est 14. ça, c'est bien ce que je disais. J'allais le dire. Merci. Et puis c'était celui aussi de la fête des mamans, puisque là vous avez la fête des papas qui arrive. On imagine qu'en termes de création, ce genre d'occasion, ça vous permet de vous éclater, hein, tout bêtement, Patrick Roger. C'est le début de l'histoire, ça a commencé comme ça. Et puis après, c'est devenu vraiment une passion, ce qui va me faire vivre. C'est ça qui est extraordinaire, c'est sans limite. Ouais, c'est ça. Alors Patrick Roger, on l'a dit, vous êtes chocolatier, mais chez vous ça prend une toute autre allure et une toute autre dimension, parce que vous êtes meilleur ouvrier de France depuis 2000 et que vous avez gagné ce prix prestigieux grâce à votre sculpture Harold, un planteur accroupi qui travaille le cacao tout en chocolat évidemment. C'était la première fois qu'on faisait un truc pareil, non? Ouais, à cette échelle, bien sûr, c'était vraiment grand. Le défi était en dehors du chocolat, c'est quasiment impossible. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire ça. Et aujourd'hui, là, j'ai amené une petit document qui est la suite un petit peu, où ça prend des proportions disproportionnées. Oui, parce que vous faites pas que du chocolat maintenant, vous faites tout ça en bronze aussi. Le point de départ, c'est toujours le chocolat. Mais c'est ça, vous commencez par le chocolat et ensuite vous recréez les sculptures en chocolat en bronze, hein, c'est ça? On moule carrément sur le chocolat. Rodin prenait de la terre ou du plâtre. Et puis moi, tout simplement, mon médium, c'est cette matière fabuleuse. De mouler sur le chocolat. Alors ce qui est étonnant dans le chocolat, c'est que c'est quand même, il y a des limites, on imagine, de création dans l'univers du chocolat, parce que c'est quand même une matière qui est pas si simple que ça à sculpter. Comment est-ce que vous faites pour les pousser ces limites justement et faire ces créations qui tiennent le coup, hein? Alors je viens du sport mécanique surtout, donc ça c'est pas mal. Et tout simplement c'est thermosensible, donc c'est une matière qui est extrêmement complexe. Puis je joue avec tous ces éléments, qui soient liquides, en pâte, en dur. Et c'est ce qui est fabuleux, c'est que j'ai pas de limite et surtout je sais pas où je vais. C'est ça, vous savez jamais quelle forme ça va prendre finalement. Oui, alors vous avez on imagine que vous avez une intuition de base. Ouais, je fais un petit croquis. En général, c'est ça. Donc c'est un croquis, ça me prend 10 secondes et puis après c'est parti et je commence à travailler. Et alors, je sais pas, quand vous créez une chevelure ou des choses comme ça, vous passez plusieurs heures, on imagine aussi, comment vous fonctionnez? Ça va extrêmement vite sur la pensée, et puis une fois que c'est pensé, c'est fait. Donc après, je démarre simplement. C'est tout de suite concret, quoi. Carrément, c'est complètement inné, donc je n'ai pas besoin de réfléchir. Après, pour produire, techniquement, c'est vraiment ultra complexe, bien sûr. Oui, on imagine, ouais. D'ailleurs, j'ai vu quelques images de plongée dans vos ateliers. Il y a aussi une précision du geste qui est très importante chez vous. Oui, tout à fait. Du détail. Aujourd'hui, je fais beaucoup le rapport avec Alaya, par exemple, qui était quelqu'un qui travaillait tout le temps. Tout à fait. Et puis cette précision, c'est comment on vous habille. Et ça, c'est une des choses qui est le plus. Vous faites de la haute couture du chocolat, Patrick Roger? Ouais, la haute couture de cet univers, c'est évident qu'on pousse toutes les limites. Et c'est juste fantastique, quoi. Alors vous sculptez, on l'a dit, du bronze aussi, hein. Vous moulez ces sculptures étonnantes en chocolat en bronze, et vous les avez exposées notamment au Palais de Tokyo, chez Christie's. Finalement, quelle que soit la matière, c'est l'émotion
que vous transmettez, qui fonctionne. Racontez-nous un peu d'où ça vient tout ça. La grande découverte aussi, c'est par la sculpture, on va changer évidemment l'émotion et on va créer certains sentiments. Et c'est extraordinaire. Entre autres, j'ai une fonderie aussi qui est en Normandie, un petit clin d'œil, chez Bockel. Ouais. Et par cette passion de pouvoir faire voir, on peut changer le monde aussi, tout simplement. En faisant voir, on peut changer le monde. On peut mettre tout le monde d'accord, surtout. On n'a pas de problème gauche-droite. D'accord. C'est vraiment sur le chocolat en général. Sur le chocolat et surtout sur la matière qui est l'art. Ouais. On peut mettre tout le monde d'accord. Oui, on peut être extrême droite et d'extrême gauche et aimer le même tableau, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Et puis surtout en géopolitique, on peut très bien venir du monde entier et puis être devant l'œuvre. Si vous allez voir Picasso à New York, tout le monde est d'accord. C'est un liant, quoi, en fait. Hein. Complètement. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Et moi qui viens de cette campagne, je viens du Perche. Et dans ce Perche, j'avais pas de ce problème de frontières. Donc je découvre au fur et à mesure tout ce monde, le monde, la géopolitique, qui me touche beaucoup. Ça crée beaucoup d'émotions. Et par la sculpture, tout simplement, je travaille beaucoup plus sur l'ONU maintenant, carrément. Bien sûr, l'UNESCO, c'est une des choses. Je viens du minéral, du végétal, où ça pousse. Oui. Où ça pousse, évidemment, on va pouvoir manger. Et par la sculpture, on va retourner au minéral par le bronze, entre autres. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Et la boucle est... Donc le rapport à la matière est vraiment primordial. Hein. Carrément. Ouais. Et cette découverte, c'est la matière qui va me révéler, surtout. J'ai un coup de bol extraordinaire à 18 ans. Alors, racontez-nous votre coup de bol à 18 ans. À 18 ans, à l'école, nous avions 2,4 de moyenne en maths, en troisième, une école fantastique. Pas très loin de ça non plus. On était vraiment très forts. Et la chance, c'est que je vais partir en apprentissage. Ouais. C'est ça, vous avez commencé l'apprentissage à 16 ans. Ouais. À 2h du matin, 28 jours par mois. Chez un boulanger, ouais. Chez un boulanger. Et vos parents étaient boulangers, hein. Aussi, oui. Ouais. Et mon père, c'était beaucoup plus dur encore que moi. Et puis surtout, il fallait la fermer. Parce que j'ai de la gueule comme ça, mais si je suis avec lui, je fais pas le malin. Il ressemble vraiment au Obélix. Et c'est ce qui va vraiment pouvoir me lancer. Et dans cet apprentissage, je vais finir en 2e sur 100 en Eure-et-Loire. Et de là, ça va me permettre de travailler à Paris. Il y a un garçon qui embauche les 2 premiers de chaque session de département. Ouais. Et puis c'est ce qui va faire qu'au bout d'un mois, je me fais virer de la pâtisserie. Ils me mettent au poste de chocolatier. Et là, ça sera le... C'est la révélation, quoi. C'est la matière qui me révèle. Incroyable. Magnifique. Alors, il y a un truc que vous avez en commun tous les deux aussi avec Stanislas Lipinski ici présent, c'est une volonté de transmission de ce patrimoine en fait qu'on vous a aussi donné et que vous êtes allé chercher, de transmission et de préservation par le même fait, hein, Patrick Roger. Oui, complètement, mais ça passe aussi, par exemple, j'ai de la terre, une 50aine d'hectares. Ça fait que si on préserve pas notre nature, c'est ce que je me disais en venant en vélo, plus on va mettre d'arbres dans Paris. C'est évident que notre écosystème, et c'est ça qu'il faut penser. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est super facile. En gros, je suis un marin, je fais le tour du monde en solitaire, mais le faire en équipe... Je veux bien faire du facile comme vous, Patrick Roger. Pardon ? Je veux bien faire du facile comme vous, moi. Oui, je travaille un tout petit peu, et puis il y a une grosse partie dîner. Oui. Ça se fait presque simplement, mais j'ai beaucoup de trous, j'ai des problèmes. Vous avez du talent, quoi. Quelques parties, ouais. Alors Stanislas Lipinski, je rappelle pour mes auditeurs que vous êtes à la tête du Moulin d'Andé, qui est un exceptionnel lieu culturel à découvrir en Normandie, pas loin de Louviers, et que vous dirigez donc à 4 mains avec sa créatrice, Suzanne Lipinska, qui est aussi votre grand-mère. Alors forcément, vous aussi, vous êtes garante d'une forme de patrimoine et de la transmission, puisqu'en l'occurrence, on vous le transmet, puis vous allez le transmettre à votre tour. Tout à fait. Écoutez, moi, je me suis installé au Moulin il y a à peu près un peu plus de 5 ans. Ouais. J'ai rejoint Suzanne, qui est donc effectivement ma grand-mère, et on s'inscrit dans une transmission d'un bien qui est vraiment exceptionnel, puisque c'est un moulin du XIIe siècle, caché au cœur de la Normandie, à cheval sur un bras de Seine, et qui est vraiment un trésor de la culture européenne, puisque en son sein, nous avons des mécanismes d'époque et qui en fait sont qui est le dernier spécimen en son genre. Donc c'est un témoignage de ce qu'a été aussi l'histoire de France très important, et puis aussi il y a un patrimoine culturel très important dont vous fêtez les 60 ans cette année. Tout à fait, mais il faudrait que je vous raconte la genèse de l'histoire du moulin, puisqu'elle commence à la fin des années 50 avec Suzanne. En 1957, c'est ça. Alors en fait, exactement, mais en fait ma grand-mère s'installe en 56 avec ses 3 enfants.
Et puis, elle côtoyait les cercles littéraires et musicaux de Paris. Et donc, elle a voulu faire venir ses amis pour découvrir ce lieu. Et ils ont trouvé l'endroit magique, exceptionnel. Et il s'est passé quelque chose, il y a eu cette énergie qui s'est créée et qui a fédéré les gens autour d'un projet. Et du coup, en 1957, il y a eu la première manifestation culturelle qui a eu lieu dans l'île du Moulin, qui a réuni à la fois un orchestre, enfin un groupe musical qui était un quintet instrumental français, et également quelques jeunes écrivains comme René Depestre, qui sont devenus des grands monuments aujourd'hui. De Obaldia, vraiment des grands personnages, enfin qui à l'époque étaient de jeunes écrivains, et puis qui surtout, sont révélés là-bas aussi. Mais oui, tout à fait. Et puis surtout Maurice Ponce qui est arrivé à cette occasion pour dédicacer ses premiers livres, et il a eu le coup de cœur pour le Moulin d'Andé. Et il y est resté. Il est arrivé là et il n'est plus jamais reparti. Donc finalement, vous avez un truc en commun tous les deux, c'est l'impulsion. Vous, ça a été une impulsion de matière, et puis vous, ça a été une impulsion d'un lieu. Patrick Roger, Stanislas Lipinski. Stanislas. Alors moi c'était assez inattendu en fait, par hasard, pour tout vous dire. J'ai grandi au Moulin, pour moi ça a toujours été un terrain de jeu, mais je ne l'ai jamais imaginé comme un terrain de vie. Et en fait moi, mon parcours il s'est fait au travers de l'entrepreneuriat à Paris, à l'étranger, dans des domaines très variés, comme à la fois l'immobilier, surtout l'automobile. Vous parliez de mécanique tout à l'heure, moi j'étais passionné d'automobile et je ne me suis pas du tout imaginé dans ce domaine-là de la culture. Et puis, de fil en aiguille, l'histoire a fait que, après quelques échecs, après quelques réussites, j'ai eu comme un passage à vide, une recherche de soi, de son trajet de vie. Et puis, après une longue absence, je suis arrivé au Moulin. C'était, ça a été une révélation au mois aussi. d'avril 2016. Et ça a été vraiment, effectivement, la révélation, tel le grand mône qui arrive au château et qui est ébloui par l'endroit, alors qu'il le connaissait depuis tout petit. Et ça a été vraiment la révélation. Et là, j'ai compris que le Moulin me recrutait et que voilà, il fallait que je m'inscrive dans la continuité, parce qu'un des enjeux de ce lieu incroyable, c'était justement la transmission. Ouais. Et c'est vrai que ce soit dans la famille ou dans les amis du Moulin, personne ne s'imaginait prendre la suite de Suzanne, qui est sa fondatrice et qui est un personnage très haut en couleur, très fort, qui est vraiment emblématique. Et c'est vrai que c'est difficile de s'inscrire dans la continuité. Ouais. Donc voilà, on a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble, ça n'a pas toujours été évident, mais aujourd'hui on a trouvé un équilibre et on s'inscrit vraiment dans cette transmission. Et au travers de la programmation, on en parlera sûrement tout à l'heure, on a essayé justement de à la fois rendre hommage à tous ces artistes qui ont fait l'histoire du Moulin, et en même temps de s'inscrire dans la transmission avec des événements autour de la jeunesse. Ouais, bravo. Eh ben merci pour ces bonbons à tous les deux. On continue, c'est excellent et c'est une spéciale transmission, savoir-faire ce soir sur Sud Radio avec l'artiste sculpteur et chocolatier Patrick Roger et l'excellent Stanislas Lipinski qui dirige le magnifique Moulin d'Andé. Restez là, nous on revient. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. N'oubliez pas que nous terminons à 19h45 ce soir pour cause d'élections législatives, mais pas de panique, il nous reste encore une bonne demi-heure ensemble avec l'as des artistes chocolatiers Patrick Roger et le co-dirigeant du Centre culturel Le Moulin d'Andé dans l'Eure, Stanislas Lipinski. Alors Stanislas Lipinski, justement, je le disais en début de cette émission, le Moulin d'Andé, c'est ce lieu culturel d'exception qui fête ses 60 ans cette année dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis je le dis aussi, nombre des grandes personnalités de la culture française y ont séjourné et créé depuis 57 sous l'impulsion de sa créatrice, Suzanne Lipinska, dont on parlait à l'instant. Et vous avez organisé des célébrations là, à partir du 24 juin qui vient, avec un programme très riche. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus justement ? Bien sûr. Alors ce programme, il va s'axer en 3 parties. Le premier, ça sera le week-end du 25 et 26 juin. Ouais. En fait, toutes les célébrations auront lieu du 25 juin au 3 juillet. On peut retrouver toute la programmation d'ailleurs sur le site du moulinandé.com. Et donc le premier week-end sera dédié plus à la musique et au ciné-théâtre. Dans la semaine, on va avoir une programmation qui va être tournée justement vers tous ceux qui ont marqué l'histoire du lieu, à savoir on peut dire quelques grands noms, il y a eu François Truffaut, Jean-Paul Rapneau, qui d'autre ? Alain Cavalier, ouais. Et justement, donc à partir Alain de mardi soir, aussi en musique, grand compositeur, Maurice Ponce l'écrivain. Il y en a d'autres. Georges Perec, évidemment, monstre sacré de la littérature. Ouais. Et donc,
pour vous donner quelques éléments, puisque le programme est assez complet et j'invite les auditeurs à aller voir sur le site la programmation détaillée. Mais pour les événements vraiment phares, j'ai envie de dire, même s'ils sont tous importants, on va avoir le mardi 28 juin la projection du film d'Alain Cavalier qui s'appelle Le combat dans l'île, avec Romy Schneider, tout à fait, Jean-Louis Trintignant et Henri Serre, 3 monstres. Et surtout, ce que je trouve génial, c'est qu'à cette occasion, on va pouvoir réunir et Alain Cavalier, qui a écrit et tourné en partie ce film au Moulin d'Andé, mais également Jean-Paul Rapneau, qui a coécrit le film et qui lui-même a écrit son premier long métrage au Moulin d'Andé. On est vraiment au cœur de la culture française, quoi. Tout à fait. Ça, c'est vraiment Il s'appelle comment, pardon, je vous ai coupé. Oui, je pensais à son film La vie de château, à Jean-Paul Rapneau. Et Robert Henrico, qui a également écrit et tourné ce film La belle vie. Et on va avoir d'autres événements, évidemment, comme la journée qui sera dédiée à Maurice Ponce, le fameux écrivain, grâce à qui, finalement, toute l'histoire du Moulin a commencé, puisque c'était un ami de Truffaut, c'était un ami de Pérec, et c'est lui qui est s'installant au Moulin après ce coup de cœur, ce coup de foudre du Moulin, et je pense aussi un petit peu de la grand-mère, a fait venir ses amis pour qu'ils viennent se détendre à la campagne et créer, évidemment, et écrire. Et ils ont tous trouvé... C'est un peu par hasard aussi, ce que vous nous racontez. Exactement. Alors, je vous ai entendu l'autre jour dire qu'il n'y avait pas de hasard, comme disait Paul Huard, il n'y a que des rencontres. Et c'est vraiment le cas pour le Moulin, c'est le lieu des rencontres. Et c'est comme ça que vous l'avez en commun un petit peu tous les deux aussi, finalement. Vous avez des déclencheurs, vous avez eu des déclencheurs comme ça dans votre vie, Patrick Roger. Moi, j'ai pas le lieu, par contre. Non, vous n'avez pas le lieu, mais vous avez le savoir-faire. Puis vous avez pas mal de lieux dans Paris. Vous avez combien de boutiques en tout? 10. Oui, c'est ça, ça va quand même. Donc on est vraiment quand même, Patrick Roger, sur cette histoire de patrimoine, vous qui avez été apprenti et qui avez été justement dans cette logique, on vous a transmis, puis vous continuez à transmettre, parce que moi j'ai vu quelques images de vous avec vos équipes et tout, il y a vraiment un suivi de la précision du geste, et vraiment c'est parfois à quelques millimètres près. Est-ce que vous vous rendez compte que vous sauvegardez, est-ce que c'est une volonté chez vous de sauvegarder justement ce savoir-faire-là? Moi, je pense qu'on le pousse même plus loin. On crée vraiment le monde qui est la chocolaterie. On l'a emmené très très haut niveau, c'est sûr. La première vague, c'était sans doute le nôtre. Après, Robert Lynx, qui était dans les années 90. Et puis, moi, je suis arrivé, où là, ça a mis un débroussaillé, mais vraiment très très fort. Et c'est assez exceptionnel. Et sans doute, si le monde du chocolat est comme ça aujourd'hui, c'est peut-être grâce à ce que l'on fait, quoi. Bah, clairement, ouais. Vous avez impulsé une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire aussi, Patrick Roger. Ouais, en étant complètement libre aussi, parce que passer le meilleur ouvrier de France avec les cheveux longs, en arrivant avec une moto, en travaillant en qualification sur les Arabes et en finale sur les Noirs, c'est quelque chose dans un concours qui est très, très français. C'est quelque chose qui est déjà pas dans la norme, mais je le fais naturellement. Il faut faire bouger les codes, quoi. Ouais, je sais pas si c'est une histoire de bouger les codes, parce que comme je venais vous le faites pas exprès, en fait, c'est ça? À la campagne, je ne connaissais absolument rien. Et c'est une chance exceptionnelle. D'arriver vierge, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, effectivement, moi, mon rêve, c'est d'aller me frotter, évidemment, à l'international. Il y a un siècle, quand le cubisme arrive avec Moore, Laurence, Braque, Picasso, c'est évident que j'aurais dû vivre à cette époque. Je suis beaucoup trop jeune, finalement, c'est ça le sujet. Et de rien savoir, c'est extraordinaire. Je sais que je ne sais rien. Vous aussi, il y a un petit peu une recréation de chemin, finalement, Stanislas, dans votre approche aussi du Moulin, qui a cette histoire aussi, j'ai envie de dire épaisse, quoi, peut-être parfois même lourde, tellement elle est riche. Donc il va falloir retrouver une impulsion et faire bouger les codes aussi de votre côté, on imagine. C'est un des grands défis, et je crois que parler de transmission, le plus important, c'est de réussir à préserver l'âme du Moulin. C'est une philosophie vraiment très particulière dans le partage, dans l'échange, dans la pluridisciplinarité. Et ça, je sais que je tiens à cœur vraiment d'être le garant de cet originalité, cette obligation vis-à-vis de tous ces gens qui sont passés et qui passent toujours, puisque c'est toujours un lieu, un centre culturel et artistique. C'est une résidence à la fois pour artistes, mais à la fois pour des chercheurs, pour même des entreprises,
pour des universitaires. Enfin, c'est très large. Même aujourd'hui, on accueille des touristes. Vous êtes ouvert aux séminaires aussi, hein, c'est ça? Bien sûr, on accueille beaucoup de séminaires d'entreprise, puisque c'est aussi des domaines qui est très important pour nous. Et ça, c'est sous votre impulsion, Stanislas Lipinski? Non, depuis toujours. L'équilibre, c'est toujours fait entre le monde économique et le monde culturel. Et en fait, quand les entreprises viennent au Moulin, ils participent à la vie artistique, puisque les finances permettent de couvrir ceux de l'artistique. Oui, bien sûr. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un centre culturel pour vous, comme le Moulin d'Andé? Déjà, un centre culturel, c'est un lieu où se mélangent différents arts. Nous, on est surtout reconnus par le cinéma, puisqu'effectivement, ces films emblématiques qui ont été tournés, notamment le plus emblématique de tous, c'est Jules et Jim, dont on va fêter les 60 ans de la sortie, puisqu'il est sorti également en 1962, coïncidence des chiffres. Et puis, c'est surtout... voilà, tout cet univers artistique qui se rencontre. On en parlait tout à l'heure, mais tout se fait dans la rencontre. C'est une émulsion en fait. C'est un peu comme quand on crée un bon chocolat, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick? Moi, je mange. Je mange surtout. Non, mais pour créer, par exemple, pour qu'un objet tel que celui que j'ai que j'ai à la console, là, qui est sublime, pour la fête des mères, qui est on dirait presque de la céramique, etc. Pour que cet objet soit aussi beau, il faut que la fusion du chocolat lui-même et de ce que vous allez y apporter ensuite se fasse. Sinon, ça marche pas. Complètement. Mais encore une fois, pour moi, c'est inné. Donc, je sais exactement le goût et la forme. Et sans doute que la sculpture est née dans ce sens-là. La sculpture donne le goût. C'est la forme. La sculpture donne le goût. Comme les coquillettes et les spaghettis. C'est la même recette, mais finalement... ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas le même goût. Alors, c'est l'art du chocolat ou c'est le chocolat de l'art chez vous, Patrick Roger? C'est l'esthétique sans doute qui a été le point de départ, mais encore une fois, sans le savoir, c'est un processus qui est super long, parce que sans culture. Mais encore une fois, grâce au voyage et puis à travers le monde... vous l'avez fait, vous l'êtes fait, la culture. Je me la construis librement. Et je parlais tout à l'heure, on parlait de l'histoire. Bien sûr, j'ai rien fait, mais j'ai construit aussi une bibliothèque extraordinaire, puisque j'avais pas d'histoire. J'ai rencontré un garçon qui avait la plus grande collection au monde de livres sur le sucré et le salé. Et à partir de là, on a pu sauver du patrimoine. Et ça démarre en 1484. Wow. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel d'avoir des écrits comme ça. C'est du 15e siècle et le moulin, il existe depuis le 12e. C'est ça. Un tout petit peu plus âgé. C'est fabuleux. Et c'est super important de pouvoir le préserver. Et à côté de ça, il faut développer. Ma fille me dit... Quel âge elle a, votre fille? 13 et 18. Elle dit, mais on va pas nous empêcher de respirer. Donc il va falloir continuer à avoir l'économie aussi. Quelle est la vision de demain, l'utopie? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est très perturbant quand on sort de grands pays, d'Afrique par exemple, ou d'Amérique du Sud. Et comment on va pouvoir perdurer cette histoire, quoi. C'est, par exemple, la restauration du moulin, ça doit être un sujet qui est en permanence. C'est un des enjeux primordiaux, c'est effectivement la restauration de ce patrimoine pour continuer à pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les artistes de tous bords. Et grâce au soutien aussi du département et de la région Normandie, on a fait faire un audit sanitaire du bâtiment de la partie ancienne du moulin qui date donc de 1195. Wow. Et il s'avère qu'il y a effectivement beaucoup de fragilité structurelle. Et donc dans ce cadre-là, il va falloir, une de mes missions aujourd'hui, c'est aussi d'aller chercher des mécènes pour pouvoir financer tous ces travaux qui on fait un appel sur Sud Radio aujourd'hui, si vous avez envie Suzanne de participer à ce patrimoine-là. Suzanne a créé un fonds de dotation Moulin d'Andé, Suzanne Lipinski, qui permet effectivement de récolter des dons défiscalisés. À 100%? Alors à 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. D'accord. Donc c'est quand même un bon investissement et en même temps on participe à la sauvegarde. Voilà, donc c'est vachement important de continuer à faire ça. Et c'est d'ailleurs c'est dans cette lignée qu'en 2019, puisque le moulin c'est aussi un grand parc qui fait 15 hectares, qui est inscrit au titre des monuments historiques. Et en 2019, on a été sélectionné par la mission Berne, mission du patrimoine, pour restaurer l'ensemble du parc qui a à la fois des balustrades et des kiosques en faux bois qu'on appelle l'art de la rocaille. C'est un peu dans le même style qu'on retrouve au Butte-Chaumont à Paris, par exemple. Exactement. Et grâce à la mission Berne et la mission du patrimoine, on vient de commencer les travaux il y a une semaine. Donc aussi, pendant les 2 et 3 juillet, on va pouvoir ouvrir le chantier au public pour voir comment on travaille cet art de la rocaille qui s'est un peu perdu. Et ça fait partie exactement des missions de sauvegarde du patrimoine. Donc ça fait partie des savoir-faire ancestraux et de ces gestes, aussi l'art du geste, n'est-ce pas, dont on parlait tout à l'heure, Patrick Roger? Oui, complètement.
La France est un pays exceptionnel. On est juste des branleurs en termes d'économie, ça c'est très clair. Vous voulez qu'on parle un peu de géopolitique. Mais ce qui est extraordinaire d'avoir un pays comme on a, cette culture, c'est incroyable. Quand vous traversez Paris, par exemple, il n'y a pas une capitale au monde qui a cette culture en termes de bâtiments, et puis ce qu'il y a à l'intérieur, c'est exceptionnel. Donc il faut... Il y a une exception française, hein, Patrick Roger. Je pense, à part la Sagrada Familia, qui est sans doute un des sujets les plus forts au monde, Barcelone. Évidemment, il y a le Barça aussi, bien sûr, un peu meilleur que le PSG. Bonjour pour Gaudi. Ouais. Non, mais c'est vraiment fantastique. Ça dépend des fois. Cette France, elle est exceptionnelle. Eh ben, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux. Et vous qui nous écoutez, ne bougez pas. On revient avec le chocolatier artiste d'excellence Patrick Roger et Stanislas Lipinski, le vice-président du Moulin d'Andé, un des joyaux de notre patrimoine français. À tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio. Nous vous quittons dans un quart d'heure pour retrouver la soirée spéciale élection législative. Mais en un quart d'heure, on en dit des choses, vous allez voir. Rien que pour vous ce soir, mes chers auditeurs, je suis avec le chocolatier haute couture Patrick Roger. Pardon, je me lèche les babines parce que je viens de goûter une guimauve absolument merveilleuse. Et Stanislas Lipinski, le jeune vice-président chevronné du Moulin d'Andé dans l'Eure en Normandie. Alors Stanislas, vous aviez une question à poser à Patrick Roger. Oui, on discutait pendant la pause. Et en fait, on a une tradition au Moulin, enfin surtout Suzanne a une tradition, après son café du déjeuner, elle mange toujours un petit chocolat. Et son péché mignon, c'est le chocolat blanc. Et le débat qu'on fait régulièrement, c'est est-ce que le chocolat blanc est un vrai chocolat? Il n'y a pas de débat. Le principal, c'est de se faire plaisir. Oui, est-ce que c'est du chocolat ou pas alors? Oui, c'est du beurre de cacao, du sucre et de la poudre de lait. Et qu'est-ce qui change la couleur alors? Il n'y a pas de matière sèche, il n'y a pas le cacao sec. D'accord. C'est ça. Donc c'est du chocolat. En gros, on presse les fèves. D'un côté, vous avez le beurre, et de l'autre côté, ce qu'on appelle le tourteau, cette matière qui est foncée. C'est le beurre qui fait tout, évidemment, tout ce gras, et la torréfaction va surtout agir sur les tourteaux, et plutôt ce qu'on appelle le gruet. Voilà, tout simplement la fève de cacao. Donc, mais on s'en fout en gros. Est-ce que vous êtes très gourmand? Ouais, je mange entre 500-600 grammes par jour, au moins. De chocolat? Voire ça peut aller un peu plus. Et vous êtes aussi très bonbon, praliné, tout ça, parce que je vous vendez ça beaucoup, aussi dans vos boutiques. Beaucoup, oui. Ça se voit pas. C'est le vélo, c'est le vélo. Non, ils se foutent de ma gueule parce que je grossis, mais bon, il y a quelques impacts aussi. J'ai connu des chefs un peu plus épais. Un peu plus épais, bien sûr, mais bon, quand même. Mais j'exagère vraiment. Je mange, je sais pas, 4-5 000 calories de chocolat par jour au moins. Bien sûr. Ouais. Incroyable. Mais j'ai besoin de glucose surtout, donc ça c'est une histoire de cerveau à première vue. D'accord. Et ça vous fait fonctionner pour créer si je suis à l'extérieur, j'ai pas trop de soucis, et dès que j'arrive à l'atelier, donc c'est vraiment le sucre. Je marche au sucre. D'accord. Voilà, c'est très rapide. Et en même temps, il vaut mieux aimer le chocolat et le sucre quand on est chocolatier, sinon c'est embêtant. C'est pas mal, ouais. Je voudrais revenir un tout petit peu à votre genèse. On l'a dit, vous êtes passé par l'apprentissage en boulangerie, puis pâtisserie, chocolatier, ceux des 15 ans. Et vos parents, ils étaient boulangers. Est-ce que c'est eux qui vous ont montré le chemin? Est-ce que c'est vous qui l'avez pris? Comment ça s'est passé, Patrick Roger? Rien du tout. C'est surtout, on était tellement nuls à l'école qu'on n'avait pas le choix. C'était génération to bac, mais on était nuls de chez nuls. Donc c'était ça ou bac pro quoi? Non, pas même possible. Pas. On n'a tous pas le BEPC. En quatrième, vous êtes combien? Nous étions peut-être une vingtaine en troisième, et en quatrième, on était 11. On a redoublé à 10 sur 11. Et le 11e était déjà redoublant. Donc, nous étions une équipe... Et qu'est-ce qui vous a interpellé? C'est vraiment la matière. C'est ça la révélation, ou il y a autre chose? Il y a le sucre, il y a le goût, il y a le je pense que plaisir. La matière, surtout, je vais comprendre qu'avec ça, je vais avoir un passeport, je vais pouvoir construire. Et tout de suite, j'attrape un statut. Je vais gagner un peu ma vie, mais très très mal. Mais ça, c'est pas grave. Mais ça viendra. En travaillant beaucoup aussi, on finit par ramasser un peu. Mais je vais comprendre tout ça. C'est que le fait d'avoir un passeport pour le monde, je peux aller travailler partout dans le monde. Les États-Unis, c'est carte verte quand t'es meilleur ouvrier de France. C'est pas vrai. Au Japon, on est l'équivalent d'un sumo. D'accord. Ou patrimoine. Le fait d'être meilleur ouvrier de France, c'est vraiment un passeport. Oui, vous êtes accueilli comme un grand, quoi. C'est ça, à peu près. C'est pas mal, c'est agréable. Ouais. Et vous, Stanislas Lipinski, on le disait avant de prendre place aux côtés de votre grand-mère pour rediriger le Moulin d'Andé, vous avez fait moult choses, notamment un passage par le monde de l'art contemporain. Moi, c'est ce que j'ai vu un petit peu dans votre histoire. Puis il y a quelques années, vous l'avez rejoint, Suzanne. C'est le lieu, le déclic. C'est aussi elle, le déclic, on imagine. Et c'est aussi c'est par amour
de ce que vous allez justement donner à Cieux et de ce que vous avez proposé à votre public. Alors continuez un peu justement aussi sur la prog. Alors, très honnêtement, ça reste entre nous. Ici, il y a 10 ans, vous m'aviez dit... Ça sortira pas de Paris. J'espère bien. Il y a 10 ans, vous m'aviez dit tu vas vivre à la campagne, tu vas t'occuper d'un centre culturel et tu vas travailler avec ta grand-mère. Je vous aurais dit, mais vous êtes fous, c'est pas possible. Moi qui ai toujours vécu à Paris et qui était un chef d'entreprise, je me imaginais pas du tout dans ce milieu-là. Et puis finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, ça a été une véritable révélation. Et j'ai compris ce sens à la vie. Et finalement, dans tous les domaines dans lesquels j'ai travaillé, c'était chaque morceau d'un puzzle qui s'est constitué au fur et à mesure des années, malgré aussi les réussites, les échecs. Et finalement, qui aujourd'hui ont fait ce puzzle qui s'assemble et qui dessine le moulin finalement. Et finalement, aujourd'hui, le moulin, je l'ai dans le cœur, je l'ai dans le sang. C'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien. C'est une passion, c'est l'expérience, une force. L'expérience, Patrick Roger, ça joue beaucoup. Je pense qu'avec l'expérience, on acquiert simplement un tout. Puis on voit le fil, en fait, c'est ça. Oui, ça se construit. Je pense que c'est vraiment une construction et peut-être que plus que la transmission, même, c'est comment on se construit. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Moi, je suis fasciné par les gens qui font des études. Ça me rend beaucoup d'émotions parce que j'ai pas cette capacité. Apprendre, c'est un truc de fou. Tu vas à l'école, tu te fais engueuler, tu as des mauvaises notes, t'es pas payé, t'es sous pression. Et ceux qui ont cette capacité à apprendre... mais vous avez de l'inné dans le chocolat, on l'a dit quand même. Vous avez fait des trucs incroyables. Moi, mais ça c'est autre chose. Il faut bosser pour être meilleur ouvrier de France quand même, Patrick Roger. Oui, il n'était pas très dur, le meilleur ouvrier de France, puisque j'avais son temps à se dévaloriser sur Sud Radio, parlons vrai, mais bon, non, mais c'était quand je m'installe, c'est pas très dur non plus. On travaille 600 heures par mois, donc c'est 20 heures par jour, et cette capacité à travailler, c'est des gars comme Ronaldo, Federer, Nadal. Ces gars, ils ont du talent. Ils travaillent beaucoup. Oui, mais je suis pas d'accord avec vous parce que si on considère les artisans, je vous dis n'importe quoi, la céramique de Sèvres par exemple, l'école de la céramique de Sèvres ou c'est encore un autre débat. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, que ça soit ça, le chocolat ou la dentelle ou le football, etc. C'est le sujet de cet excellence, c'est-à-dire que quel que soit le terrain d'implication, finalement, c'est la passion et l'art du détail qui fait la différence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Par exemple, quand on va à Sèvres, si vous avez la chance de visiter Sèvres, vous voyez tous ces fours qui sont éteints et tout ça, c'est le travail. C'est le travail qui va faire que pour rentrer, si on prend le cas du tennis, il y a 3 gars qui ont 62 grands chelems, je crois, sur 15-16 ans. Ça fait 15 ans et demi où ils laissent la place à personne. Moi, je viens de la moto. Pour passer excusez-moi, mais j'allais y venir justement. Je vous coupe, Patrick Roger, mais vous êtes le seul à faire ce que vous faites dans le monde du chocolat. C'est ça, Vous êtes le seul à faire des sculptures monumentales. Non mais attendez, quand même, faut la monter la sculpture monumentale en chocolat. Vous êtes quand même le seul à le faire, vous le savez ça. Ça s'appelle de l'excellence française, hein. Vous en faites partie. Française, le monde, parce que pour moi, il n'y a vraiment pas de frontières, même si j'ai un pays qui est exceptionnel. Mais j'ai besoin de ce monde pour... on ne peut pas s'arrêter aux frontières. Ça va bien plus loin que ça. Qu'est-ce que vous auriez une définition de l'excellence française, vous, Stanislas Lipinski ? Je pense que Patrick sera d'accord avec moi. Pour moi, l'excellence, dans quelques domaines que ce soit, c'est un investissement total de sa personne, de son travail. C'est le travail de chaque instant, en fait. Et moi, je me base là-dessus et j'essaie vraiment de donner le maximum de moi-même à chaque instant pour accomplir les missions du quotidien. L'éducation, la médecine, tout, on devrait être les meilleurs en architecture. On a les plus grands architectes, on a une médecine, on devrait avoir des hôpitaux qui sont ultra modernes. Mais après, moi j'ai d'autres problèmes, c'est qu'il y a trop de chômage. C'est pas possible d'avoir des chômeurs et de pas trouver de monde pour travailler. C'est là le grand débat. Il y a un gros problème de recrutement effectivement en ce moment, Patrick Roger. C'est n'importe quoi, bien sûr. Vous avez un problème aussi dans vos boutiques ? Nous, on est comme le Real de Madrid, donc on a des gars qui viennent du monde entier. Donc ça, c'est facile. J'ai beaucoup de... C'est facile, parce que c'est passionnant. Parce qu'ils viennent chercher l'exception, quoi. Oui, mais c'est quelque chose qui est complètement unique. Donc moi, je pensais au départ qu'on était tous comme ça en faisant un apprentissage. Bien sûr qu'on n'a pas tous cette réussite comme Pierre Hermé ou mon cas, ça c'est certain. Mais avant tout, il faut travailler, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de secret. Et aujourd'hui, on est dans un pays où on n'a pas envie de travailler. C'est ça, le grand débat, il est là-dessus. On a beaucoup dormi pendant plusieurs mois aussi à cause d'une pandémie. Mais il ne faut pas dormir, parce qu'à côté, ça pousse très très fort. Quand je vois que l'on peut perdre Areva ou Alstom, parce qu'il y a la recherche, mais tous les domaines, on a tout inventé quasiment. Et ça, c'est un truc... moi, ça me retourne fortement, quoi. Oui, ça vous inquiète, ça, la chute de ce savoir-faire. Dans le bordel, bien sûr.
Et mettre un coup de date, c'est quoi pour vous alors, Patrick Roger ? Faut pas me mettre. J'ai créé mon propre ministère là. Le matin, c'était assez marrant un dimanche matin. Donc je viens de faire 11 sculptures avec 11 personnages qui sont assez forts. D'accord. Je sais pas pourquoi tous ceux qui sont énervés sont vraiment très très forts, très puissants, 130, 150 kilos. Et c'est des gars qui ont tous le même problème, quoi. Sur le recrutement, mais ça peut être vraiment des chercheurs jusqu'aux mécaniciens. Et c'est ça qui est... c'est juste pas normal. Mais après, on a un pays avec on est tellement le monde, peut-être que cette égalité, la fraternité et tout, ça dépasse un peu la limite des bornes, quoi. C'est vrai. Et où les bandes des limites. En 2-3 mots, vite, rapidement, Stanislas Lipinski, il faut vraiment pas qu'on rate pour les célébrités, les festivités pour les du festivités, Moulin. 3-4 juillet, c'est ça, surtout le dernier week-end. Oui, alors dans la semaine, là, pour terminer juste dans la semaine, un moment assez exceptionnel avec la pièce de théâtre de Georges Perec qui s'appelle L'Augmentation, qui a été écrite sur place et jouée pour la première fois, mise en scène par Marcel Cuvelier. Et puis on va avoir des événements dingues les 2-3 juillet avec Jérôme Pernaut, le violoncelliste, qui va venir avec 60 élèves pour jouer dehors, à l'extérieur. Ça va être fou. Il va y avoir des jeunes comédiens qui sont de l'école, la classe libre de l'école de Florent, qui vont venir interpréter sûrement des passages de Marivaux. Enfin bon, ça va être vraiment fou tout le week-end. Ça va être vraiment, vraiment exceptionnel. Eh ben, j'ai une dernière petite question, mais alors chacun doit me répondre en 30 secondes parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est quand même la question importante de l'émission. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez ? Patrick Roger. Reste comme tu es. Ouais. Vous bougeriez pas de continue à chemin. rien foutre, c'est parfait, quoi. Ouais. C'est la bonne solution à 5 ans. Stanislas Lipinski. Écoutez, moi je dirais que je rêvais d'une certaine vie. Moi j'aurais aimé être pilote de Formule 1, mais finalement aujourd'hui je vis un rêve en étant au Moulin d'Andé. Et comme vous pilotez une Formule 1 aussi, mine de rien. On peut le dire, oui. Eh ben, merci à tous les deux, c'était excellent. Merci d'être venus par ici sur Sud Radio. Alors pour vous, chers auditeurs, vous pouvez retrouver la liste des boutiques de Patrick Roger et aussi ses expositions sur www.patrickroger.com. Et n'oubliez pas, c'est l'endroit idéal pour un cadeau tout court, de fête des pères, de Gay Pride, de fête des mères, passé ou pas, on s'en fiche. C'est du chocolat et c'est bon à manger et c'est surtout beau à regarder. Il y a aussi des expositions en cours, magnifiques bronzes que vous pouvez retrouver sur patrickroger.com également. Les festivités des 60 ans du Moulin d'Andé avec Stanislas Lipinski débutent le week-end donc du 25 juin. Pour avoir tout le programme, je suppose qu'il est disponible sur le site moulindandé, DANDE.com. Moulin-Andé.com. Moulin-Andé, d'accord. Alors, vous voyez, heureusement que vous le dites. Moulin-Andé, ANDE, donc, .com. Et puis, merci à tous. C'est excellent. On vous revient la semaine prochaine. Et entre-temps, vous pouvez tout écouter ou réécouter sur sudradio.fr, YouTube, les réseaux sociaux. Bien le bonsoir au réalisateur du jour, Quentin Cabanis, Antoine Mazer, et puis aux équipes de Sud Radio. Bisous les copains, la semaine prochaine. C'était excellent et c'est parti pour le résultat des élections.